Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un monde à la fois microscopique et terriblement mortel. C'est le monde de la trypanosomiase. C'est un nom un peu compliqué pour désigner des maladies qui sont causées par un seul genre de parasite, le trypanosome. Et ça nous amène à la question centrale, celle qui est vraiment au cœur de tout ça. Comment est-ce qu'une seule et même famille de parasites peut provoquer deux maladies mortelles aussi différentes à des milliers de kilomètres de distance? Pensez-y une seconde. D'un côté, on a une maladie qui attaque le cerveau et qui est foudroyante. En quelques mois, c'est fini. Et de l'autre, on a une menace qui peut se cacher dans notre corps en silence pendant 20 ans. 20 ans, c'est fou, non? Alors comment c'est possible? Alors regardez, c'est là que ça devient fascinant. On a un seul genre de parasite, mais deux théâtres d'opération complètement séparés. Les cartes parlent d'elles-mêmes. D'un côté, l'Afrique subsaharienne, le domaine de la maladie du sommeil. De l'autre, l'Amérique latine, une vaste partie du continent qui est touchée par la maladie de Chagas. Donc voilà, deux continents, deux maladies, mais une seule et même origine parasitaire. Bon, pour y voir plus clair dans ce mystère, voici le plan. On va d'abord découvrir les deux visages de ce parasite. Ensuite, on se penchera sur la maladie du sommeil en Afrique. Puis, on traversera l'Atlantique pour voir la menace silencieuse des Amériques. Après, on fera un petit face-à-face pour bien comparer. Et enfin, on verra comment on se bat contre cet ennemi invisible. Allez, on commence notre voyage en Afrique avec la maladie du sommeil. Et là, il faut bien comprendre une chose. C'est une véritable course contre la montre. C'est une attaque directe, frontale, du parasite contre l'organisme. Et qui est le messager de cette mauvaise nouvelle? Eh bien, le voilà. Le coupable, c'est la mouche tsetse, aussi appelée glossine. Et attention, ce n'est pas un moustique classique. Elle pique pendant la journée. Et c'est sa piqûre, évidemment, qui est le point de départ de toute l'infection. Alors, comment ça se passe? La maladie évolue en deux temps. D'abord, une première phase. Là, le parasite se balade et se multiplie dans le sang, dans la lymphe. Mais le vrai danger, le moment critique, c'est la deuxième phase. C'est le moment où le parasite réussit l'impensable. Il franchit les défenses et il envahit le système nerveux central, notre cerveau. Et souvent, le tout premier signe, la première alerte visible, c'est ça, cette lésion sur la peau qu'on appelle un trypanome. Elle apparaît juste là où la mouche a piqué. C'est vraiment le signal de départ, si on peut dire. Ça s'accompagne de fièvre, de ganglions qui gonflent, bref, le corps sonne l'alarme, l'invasion a commencé. Et c'est précisément à ce moment-là que tout bascule. Le parasite réussit ce que peu d'agents pathogènes arrivent à faire. Il passe la barrière qui protège notre cerveau, la barrière hémato-encéphalique. Une fois qu'il est de l'autre côté, dans le liquide céphalo-rachidien, eh bien, il a le champ libre pour commencer ses ravages neurologiques. Et là, on comprend tout de suite pourquoi on l'appelle la maladie du sommeil. Ce n'est pas un sommeil paisible, c'est une destruction totale de l'horloge biologique. La personne dort toute la journée, mais la nuit, elle est confuse, agitée. C'est le début d'une terrible descente aux enfers qui, si on ne fait rien, mène droit au coma. Et à la mort. C'est inéluctable. Bon, on quitte cette situation d'urgence pour traverser l'Atlantique. Direction les Amériques. Et là, le cousin du parasite africain, il joue une partie complètement différente. Fini l'attaque éclair. Ici, on est dans une stratégie de siège. Un siège long, patient et surtout silencieux. Et pour ce siège, il a un complice, le voici, la réduve. On l'appelle aussi parfois punaise assassine. Lui, il est nocturne, et il aime se cacher dans les fissures des murs, souvent dans des maisons en terre ou en bois. Alors là, attention, le mode de transmission est vraiment particulier. C'est très différent de la mouche tsetse. La réduve pique pour se nourrir et juste après, elle fait ses besoins juste à côté de la piqûre. Et le piège, il est là. La piqûre démange, donc le réflexe, c'est de se gratter. Et en se grattant, c'est la personne elle-même qui va faire rentrer les déjections infectées et donc les parasites dans la petite plaie. C'est terrible en fait. Et c'est là qu'on voit la stratégie de la lenteur. L'évolution de la maladie de Chagas est juste incroyable. Il y a une petite phase aiguë au début, avec des symptômes légers, ça passe souvent pour une grippe, et puis, plus rien. La maladie entre dans une phase silencieuse. Une phase qui peut durer 10, 15, parfois 20 ans. Il faut vraiment s'imaginer ça. Pendant 2 décennies, le parasite est là, caché, sans faire de bruit. Et un jour, des années plus tard, la phase chronique se réveille. Et là, les dégâts sont monstrueux, surtout sur le cœur. Mais alors pourquoi? Pourquoi cette différence énorme de stratégie? Eh bien la clé, c'est la cachette du parasite.
Pour la maladie du sommeil en Afrique, le parasite est, disons, extracellulaire. Il se balade dans le sang, la lymphe, il est visible en quelque sorte. Mais pour la maladie de Chagas en Amérique, son cousin est un génie du camouflage. Il est intracellulaire, c'est-à-dire qu'il s'infiltre à l'intérieur de nos propres cellules, principalement les cellules des muscles, du cœur, des nerfs. Et là, caché bien au chaud, il peut se multiplier pendant des années sans être repéré par notre système immunitaire. Et là, évidemment, ça pose un problème de taille pour le diagnostic. Comment on fait pour détecter un ennemi qui est caché à l'intérieur de nos propres cellules et qui ne donne aucun symptôme pendant 20 ans? Eh bien, la réponse, c'est une technique assez incroyable. Ça s'appelle le xénodiagnostic. Le principe est génial. On va utiliser l'ennemi pour le trouver. On prend des réduves saines élevées en labo et on les place dans une petite boîte sur le bras du patient. On les laisse faire leur repas de sang. Ensuite, on attend quelques semaines et après, on dissèque ces réduves. Si on trouve le parasite à l'intérieur d'elle, eh bien, le diagnostic est posé. Le patient est infecté. C'est une méthode ancienne, c'est lent, mais c'est d'une logique implacable. Bon, maintenant qu'on a vu les deux cas, mettons-les vraiment face à face. Ça va permettre de bien résumer et de voir les différences clés. Voilà, ce tableau résume tout parfaitement. Continent, vecteur, le comportement du vecteur aussi, jour contre nuit, ce n'est pas anodin. Mais regardez surtout la ligne progression. D'un côté, rapide et agressive, de l'autre, lente et silencieuse. Et ça s'explique par la ligne du dessous, la cible principale. Système nerveux contre tissu cardiaque. Ce sont vraiment deux stratégies de survie radicalement opposées, pour des parasites qui sont pourtant de la même famille. Alors, face à deux ennemis qui ont des stratégies si différentes, il est évident que les armes pour les combattre ne peuvent pas être les mêmes. Comment est-ce qu'on lutte contre ces maladies sur le terrain? Eh bien, les stratégies sont logiquement très différentes. En Afrique, la mouche tsetse vit dehors. Donc, la lutte se concentre sur le piégeage des mouches et sur le dépistage actif des gens pour les traiter rapidement. Aux Amériques, c'est l'inverse. La réduve vit dans les maisons. Donc, la prévention passe par l'amélioration des habitations, boucher les fissures et l'usage d'insecticides. Et il y a aussi un autre front très important, le dépistage des dons de sang, parce que la maladie peut aussi se transmettre par transfusion. Et justement, en parlant de la lutte en Afrique, voici un des outils les plus importants. Ce piège qu'on voit là, un piège biconique, ça a l'air simple, mais c'est d'une efficacité redoutable. Les couleurs attirent la mouche tsetse, elle entre et elle ne peut plus sortir. En plaçant autour des villages, on arrive à faire chuter la population de mouches et donc à réduire le risque de transmission de manière spectaculaire. Mais au-delà de la biologie du parasite ou de l'ingéniosité des pièges, il y a un point crucial à comprendre. On les appelle des maladies tropicales négligées. Et ce n'est pas pour rien. Ce ne sont pas juste des problèmes de santé. Ce sont des maladies de la pauvreté. Elles touchent les populations les plus vulnérables et en les affaiblissant, elles les maintiennent dans la pauvreté. C'est un cercle vicieux absolument terrible. Et on va terminer avec une dernière question, une question qui nous concerne tous. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les voyages, les migrations, la maladie de Chagas ne reste plus confinée à l'Amérique latine. Elle voyage, elle aussi. On trouve des cas en Europe, en Amérique du Nord. Le défi n'est plus seulement local, il devient mondial. Et ça soulève une question vertigineuse pour l'avenir. Comment est-ce qu'on gère une menace qui peut rester totalement silencieuse pendant 20 ans avant de se réveiller et de frapper n'importe où sur la planète? C'est sans doute un des grands défis de la santé publique mondiale pour les années à venir.